Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes avec un explorateur du monde, un aventurier du patrimoine industriel, historique et naturel, un Français qui voyage à la recherche de lieux normalement inaccessibles. Nous sommes avec Monsieur Curtis, un spécialiste de l'urbex qui parcourt le monde depuis 15 ans à la recherche de patrimoine à l'abandon, de ruines également, de lieux difficilement accessibles. Il a pris en photo des sous-sols, des toits, des sites délaissés, des ponts, des tunnels, des bunkers, des usines, des lieux souvent difficiles d'accès, et il a grimpé des immeubles, il y a des superbes photos qui existent. Si vous voyez ces photos, elles sont complètement hallucinantes. On est dans un vrai univers, comme si on était dans un jeu vidéo, avec un personnage qui se met en scène. En l'occurrence, c'est Monsieur Curtis. Il est toujours au milieu du décor. On voit jamais son visage. C'est une ambiance entre le fantastique, la SF, le jeu vidéo, le surréalisme, la dystopie. Là, j'ai l'ouvrage qui est avec moi, qui s'appelle Urbex, face cachée, patrimoine mondial. C'est aux éditions Suzac Éditions, et c'est un vrai travail photographique qui a été fait et qui a été récompensé d'ailleurs. Il y a aussi des expositions, des livres autour de cet univers incroyable, d'autres livres qui existent. On est avec Monsieur Curtis aujourd'hui. Salut Monsieur Curtis. Bonjour Florent, merci pour cette introduction. On est à distance. Toi, t'es dans quel coin là ? Alors moi je suis en Moselle, je suis dans la vallée de la Fensch, je suis une ancienne vallée industrielle. Et c'est de là dont tu es originaire d'ailleurs. C'est un coin dans lequel il y a pas mal de choses à découvrir au niveau patrimoine industriel. C'est ça, en fait niveau patrimoine industriel et militaire, ça a été vraiment une zone de jeu incroyable pour commencer. Alors, on a découvert d'ailleurs ton univers, ton travail. On va se refaire un petit peu ton histoire aujourd'hui avec toi. Une histoire folle qui va nous emmener en France, mais aussi sur les 5 continents, à la découverte des sites cachés complètement dingues que tu as pu voir. Alors là, comme ça, tu me dis si je me trompe, mais je vois 3 passions chez toi minimum. J'ai l'impression qu'on a quand même un grand passionné. Voyage, urbex, photographie. C'est à peu près ça, si on devait résumer en une seconde ? C'est ça. Et alors, j'ajouterais même, tu en as parlé avant, mais jeux vidéo, au niveau de l'ensemble des photos. Ouais. J'ai travaillé beaucoup dans le jeu vidéo et je suis joueur, et ça peut se ressentir effectivement dans mes photos. Comme ça, du tac au tac, à quel moment est arrivé dans ta vie, allez, le voyage pour commencer ? Alors, le voyage, en fait, ça arrivait assez tôt, quand j'étais en pré-ado, on va dire, où je suis parti en colonie de vacances. Avec en fait l'entreprise de mon père. Ouais. Et là, j'ai commencé à voyager un peu en Europe. La photographie ? La photographie, beaucoup plus tard. C'était au début de mes 20 ans, où j'ai en fait cherché une passion, tout simplement. Et je me suis dit, la guitare, non. Et puis, je suis passé sur la photographie et tout de suite, ça a matché. Et l'urbex ? Et l'urbex est venu quelques jours après la photographie, parce que je cherchais un sujet. J'ai vu les hauts fourneaux, les usines autour de chez moi. J'ai toujours été intéressé par ça et je me suis dit, commençons par ça. Tu le disais tout à l'heure, t'es né en France, t'es né à Metz, hein, dans le département de la Moselle, c'est ça ? C'est ça. Région Grand Est, une région très industrielle. Il y avait donc ce rapport à l'industrie. C'est ça qui t'a fait rentrer dans le monde de l'urbex ? Oui, alors mon père était ouvrier. Ouais. Il a travaillé à la Solac, qui est devenue après ArcelorMittal. Donc j'ai baigné un peu dans tout ça. Je voyais les usines autour de moi quand j'étais petit, les lumières, le ciel qui s'éclaire en orange, la nuit, les fumées qui sortaient partout. Et petit à petit, j'ai vu ça s'arrêter. Mmh. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que ça s'est arrêté, mais c'est encore là. Et en fait, il y a juste un mur qui me sépare de tout ça, donc pourquoi pas le franchir ? Et en fait, c'est tout cette vie à l'intérieur de ce bassin industriel qui m'a fait me dire, testons ça, quoi. Très jeune, tu avais une idée en tête également, voyager sans dépenser d'argent. Ça, c'était ton truc, un peu ton leitmotiv. Pourquoi cette envie de voyager ? Et pourquoi d'ailleurs cette envie de voyager au minimum, je dirais, avec un minimum d'argent en poche ? Alors en fait, le truc c'est que j'avais pas beaucoup d'argent, quoi. J'étais étudiant, après j'avais pas vraiment travaillé. Donc au début, j'ai passé mon BAFA pour me dire je vais voyager gratuitement parce qu'en fait je vais partir en colonie en tant qu'animateur et je vais commencer comme ça, quoi. Ouais. Et puis petit à petit, je me suis dit le stop peut être une option. Mais en fait, dans la réalité, mes voyages, je les ai jamais vraiment faits sans argent. J'ai utilisé le stop pour me déplacer, réduire des coûts et rencontrer des gens. Mais en fait, j'ai jamais profité des gens, quoi. J'avais toujours de l'argent avec moi et je l'utilisais en réalité la plupart du temps. Alors, t'as pas mal bougé en France dans ta vie, Strasbourg, Paris, Nancy. Ces lieux, qu'est-ce qu'ils t'ont, je dirais, inspiré ? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté ? En fait, ils m'ont tous apporté énormément de choses. Ouais.
Parce que en fait, quand je suis parti de la Moselle, donc j'avais mes usines et mes anciens lieux militaires à l'abandon autour de moi. Puis petit à petit, j'ai découvert les grandes villes avec Strasbourg, où là, je me suis dit, il y a un patrimoine urbain en fait incroyable. Et très vite, je me suis dit, en fait, une ville, ça fonctionne comme des paysages. Quand je suis sur un toit, devant moi, la rue, ça fait des vallées, les immeubles, ça fait des montagnes. Et très vite, j'ai cherché des parallèles nature-ville. Et c'est ce qui m'a fait grimper des toits, aller dans les souterrains pour chercher des grottes urbaines, en fait. Et ça, c'est ce que Strasbourg m'a apporté et ce qui a été énormément développé après avec Paris. Alors en 2014, tu t'es mis à faire ce périple en stop. Ça a duré 2 ans, 2014-2016. Le stop, c'est une manière de rencontrer des gens, d'être transporté également. Mais le transport, c'est le moment où tu découvres les personnalités, tu découvres les vies. T'as en tête des grandes rencontres lors de ce périple en autostop? Il y en a quelques-unes, effectivement. Ouais. En Bulgarie, j'ai ce souvenir d'attendre depuis des heures dans une station essence pour partir. Et cette famille qui, en fait, me voit en train d'être assis, d'attendre que des voitures arrivent, me dit viens avec nous boire un café. Et puis elle se rend compte que j'ai le même prénom de son fils, donc décide de m'amener chez eux, quoi. Et après, de me faire un bout de chemin. Ouais. Donc ça, c'est des rencontres sympas. Et en fait, il y en a eu énormément des rencontres comme ça. Il y en a eu des un peu moins sympas aussi. Mais Par souvent, exemple, c'est parce que j'ai pas fait confiance à mon instinct. Ouais. En fait, l'instinct, je trouve, est fou parce qu'il nous dit vraiment là, il y a quelque chose qui va pas. Et effectivement, une fois, j'ai senti ce truc-là en Australie. Et petit à petit, je voyais qu'en fait, il s'intéressait beaucoup à ce que j'avais comme matériel. Et j'ai réussi à retourner la conversation en disant si vous voulez, je peux vous apprendre des mots pour draguer. Enfin, genre, je voyais que c'était des hommes très portés sur les femmes et tout. Donc, je me suis dit, je peux vous apprendre des mots pour draguer en français. Donc, j'ai essayé à retourner les choses comme ça. Et puis, petit à petit, ils m'ont trouvé sympa, quoi. Donc, à chaque fois, il y a énormément d'adaptations en fonction des personnes. J'ai eu aussi des fois des gens qui m'ont montré leurs armes aux États-Unis, qui m'ont dit qu'est-ce que tu fais si maintenant je te mets le pistolet sur ta tête. Enfin, donc moi je leur répondais qu'est-ce que tu fais maintenant si je prends ton pistolet et que je te le mets sur la tête vu que tu m'as montré où il est. Donc ils rigolaient et puis il fermait sa boîte à gants, quoi. Donc je trouvais que c'était beaucoup d'adaptation, mais en vrai ces situations-là elles sont minimes, quoi. C'est 3 situations sur 2 ans de stop, quoi. France, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Russie, Corée du Sud, Japon, Hong Kong, Chine, Népal, Inde, Thaïlande, Cambodge, Birmanie, Malaisie, Singapour, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Argentine, Bolivie, Pérou, États-Unis, Canada, Ukraine, tout ça en stop. Il y a des endroits où c'est plus facile de faire le stop et d'autres endroits où c'est moins facile. Alors déjà, bravo pour cet enchaînement. On aurait dit un rappeur. Pas facile, c'est ça. La Chine, c'était vraiment le plus compliqué. Ça a été le plus compliqué parce que je pense que c'était pas culturel. Énormément de notions d'argent. Ils comprenaient pas pourquoi en fait un étranger avait besoin voulait être conduit quelque part sans argent. Voilà, c'était vraiment le plus difficile. Et après, il y en a eu des très faciles aussi, comme la Nouvelle-Zélande, où des fois, j'avais même pas le temps de lever le pouce que les gens s'arrêtaient. Ah oui. Mais la Chine était vraiment le plus compliqué. Et après, j'ajouterais l'Inde aussi. L'Inde, parce qu'il y avait énormément d'attroupements qui se faisaient autour de moi rapidement. Donc, en fait, souvent, je devais partir de la zone pour en chercher une nouvelle. Il n'y a eu aucune planification à partir d'un moment de ton voyage, c'est à partir de la Russie. Ça s'est fait après, j'allais dire, en freestyle. Exactement. En fait, j'avais mon visa pour la Russie. Ouais. Donc, j'avais plus ou moins un mois et demi en Europe. Donc je savais que j'allais aller en Bulgarie parce qu'un lieu m'intéressait. Ouais. Et après, je savais pas. Je pensais aller en Ukraine, finalement. Je suis pas allé. Je suis passé par les pays baltes. Je suis arrivé en Russie. Et puis là, au lac Baïkal, je me suis dit, je vais aller en Mongolie. Puis en fait, je fais, non, si je continue, là, il y a peut-être la Corée du Sud en bateau stop, quoi. Donc je suis allé là-bas. Et puis en fait, à partir de là, vraiment rien n'a été ce que j'avais imaginé, quoi. Ça a été... je me suis fait porter par les voitures sur des endroits. Les pays se sont mis devant moi petit à petit et vraiment zéro planification. Alors pendant tout ton tour du monde, tu as vu des sites fous en urbex. Comment tu choisis déjà un site en urbex ? Est-ce que tu en entends parler et tu y vas ? Est-ce que, je sais pas, il y a des clubs entre vous et vous donnez les bons plans ? Comment tu fais pour décider, tiens, cet endroit-là, j'ai envie d'y aller, je vais y aller ? Alors il y a plusieurs solutions. La première, c'est effectivement des lieux que j'ai pu voir sur Internet. Ouais. Donc là, il y a tout un travail de recherche parce que souvent, les lieux, en fait, on n'a pas les adresses. Donc il faut les chercher par soi-même. Donc là, c'est le plus simple, entre guillemets. Après, il peut y avoir aussi des amis qui me donnent des lieux, mais c'est
C'est plus rare, ça dépend des pays où je vais. Ok. Ensuite, il y a la recherche sur Google Maps. Alors là, c'est des heures et j'adore ça. Je me balade en vue satellite et je regarde ce qu'il y a autour des routes jusqu'à trouver quelque chose qui ressemble à une friche. Ok. Et des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Mais il faut aller voir sur place la plupart du temps. Et le dernier point, c'est la rencontre sur place, quoi. C'est la sérendipité, c'est d'un coup, on tombe sur quelque chose, on se dit, c'est fou ce lieu, donc je vais m'arrêter, je vais aller voir. C'est les 4 façons de faire. Tu emportes quel matos quand tu es avec toi? Là, tout à l'heure, tu nous disais qu'en autostop, le gars, il avait regardé ton matos. Ça veut dire que tu avais beaucoup de matos? En fait, quand j'étais en tour du monde, c'était compliqué. Parce que j'avais mon sac à dos de voyageur, j'avais mon sac à dos avant, donc j'étais vraiment... j'avais des choses tout autour de moi, quoi. J'étais bloqué si quelqu'un faisait quelque chose. J'avais mon appareil photo, mon trépied. J'avais aussi mon PC pour traiter la photo pendant le voyage. Donc ça, c'était la base pendant mon tour du monde. Mais sinon, la plupart du temps, en fait, j'ai surtout mon trépied qui est très léger, mon appareil photo qui est très léger, des lumières pour les lieux en souterrain, donc quelques lampes par-ci par-là. Et après, une frontale, des fois un casque selon le lieu, des bottes selon le lieu. Tout dépend vraiment du lieu où je vais, en fait. Des détecteurs de gaz, ce genre de choses. T'es pas toujours seul, hein. Des fois tu rencontres des gens sur ton chemin, des fois tu te donnes des rendez-vous à des potes qui sont dans le monde entier, et puis des fois t'es en solo. Exactement. Solo, alors c'est pas ce que j'apprécie le plus, mais des fois pas le choix. Surtout en tour du monde en solo, des fois on est solo, quoi. Mais sinon, effectivement, le partage est hyper intéressant. Mais c'est aussi des aspects sécurité en réalité. On est dans des lieux très dangereux. Chaque zone peut avoir son danger. Quand on est en souterrain, ce qu'on appelle le ciel qui est au-dessus de nous peut s'effondrer. Quand on est dans une usine, les passerelles peuvent s'effondrer. On peut se blesser à tout moment. Donc être avec quelqu'un, c'est un gage aussi de savoir que quelqu'un est là et peut nous aider en cas de souci. Mais quoi qu'il arrive, le partage est plus intéressant. Et tu as en parlé d'exploration que j'ai fait seul, oui. Mais j'ai fait aussi des explorations où on était des centaines. Donc tout dépend de la culture du pays, tout dépend des choses qui se font. J'ai vraiment tout vu, quoi. Dans les explorations où vous étiez des centaines, tu penses quoi, notamment à l'Australie, je crois, où il y a... Ouais, notamment. Ouais. En fait, en Australie, il y a un groupe qui s'appelle le Cave Clan, qui est un groupe qui s'est fondé dans les années 90, où des gens en fait se sont baladés dans les systèmes de drainage qui permettent de récupérer les eaux de pluie. Donc c'est des tunnels en fait. Ça, c'est notamment du côté de Sydney, Melbourne, hein, c'est là où tu es allé. Melbourne, Brisbane, Adelaide, partout en vrai. Ouais. L'Australie a énormément de problèmes de pluie, donc ils ont énormément de systèmes de drainage. Et en fait, les gens ont commencé à mettre des noms dedans. Puis d'un coup, les gens ont répondu avec d'autres noms en disant contacte-nous. Puis en fait, d'un coup, ils se sont rendus compte que énormément de gens faisaient ça. Ils ont créé ce groupe. Et puis aujourd'hui, c'est des centaines de personnes qui font ça. Et en fait, il y a plusieurs fêtes qui s'organisent chaque année. Ouais. Et ces moments-là, c'est des moments où on explore tous ensemble et on se réunit à un moment donné pour partager nos découvertes. Il y a des awards qui sont remis pour le plus beau drain découvert, la plus belle photo, ce genre de choses. C'est des moments de partage assez intéressants et une expérience assez unique. Il y a énormément de fêtes comme ça à travers le monde, mais en Australie, c'est vraiment particulier. Alors j'ai ton bouquin sous les yeux. Je le dis, moi j'ai reçu ton ouvrage et je l'ai dévoré. Vraiment, il m'a énormément plu. D'ailleurs, il trône dans mon salon depuis. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi, je lui montre ton ouvrage parce que il y a une histoire. 2, il y a des photos qui sont incroyables. Et je dois dire que c'est peut-être le premier ouvrage qui m'a donné le vertige. Il y a des photos. On est sur des toits et on est notamment aussi sur des ponts suspendus. Je pense à San Francisco, je pense également à New York. Et voilà, on a l'impression que tu pourrais tomber éventuellement d'une seconde à l'autre. Toi, il y a des endroits qui t'ont vraiment fait flipper quand t'es parti sur ces ponts, sur ces hauteurs, sur ces toits? Alors bizarrement, c'est pas les endroits les plus hauts qui m'ont fait flipper. Ce qui m'a fait le plus peur, c'était les toits de Saint-Pétersbourg. Pourquoi ? Alors en fait, les toits de Saint-Pétersbourg sont assez intéressants parce qu'ils sont comme ceux de Paris, Ils sont reliés. Donc on peut avancer sur des dizaines, des centaines de mètres sur un réseau de toits, donc c'est hyper intéressant pour se promener en ville. Les toits de Paris, c'est pareil, ils sont reliés ? Oui, en fait, quand on est dans des quartiers, on voit il y a juste à regarder Google Maps, en fait, on voit il y a des gros pâtés de maisons qui sont reliés entre eux. Enfin, c'est hyper intéressant. Donc, on peut vraiment se balader pendant des fois 1 heure entière sur les toits de Paris. Et c'est pareil à Saint-Pétersbourg. Donc, je trouvais ça top d'avoir ce parallèle. Mais en fait, les toits de Saint-Pétersbourg, c'est pas la même chose que Paris. À Paris, on
on n'a pas les systèmes d'électricité en haut. Là-bas, les câbles électriques passent en haut. Les antennes sont pas très bien entretenues. Ouais. Et des fois, il faut s'accrocher à des choses qui sont pas top quoi, pour passer. Donc, j'étais pas serein. Ouais. Heureusement, j'étais bien accompagné. Donc, bien accompagné, c'est quoi? En fait, j'avais des copains russes qui m'ont aidé sur place. Ouais. J'avais rencontré des Russes à l'époque à Paris quand j'explorais les catacombes. On y reviendra peut-être dessus, mais en tout cas, voilà, j'en avais rencontré. Et quand je suis allé en Russie, du coup, ils m'ont rendu l'appareil et j'ai pu découvrir une partie de la Russie avec eux. Mais les toits dont tu parles, comme Hong Kong, comme les ponts à San Francisco, en fait, là, c'était vraiment un sentiment fou, mais aucune peur. Enfin, j'étais en sécurité à chaque fois. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est souvent des chemins utilisés par les ouvriers pour rénover, Enfin, il y a des chemins d'hommes, en fait. Donc, c'est moins... Il y a le vertige, mais c'est pas aussi dangereux qu'il y paraît. Alors, j'ai ton livre sous les yeux. Celles et ceux qui nous regardent en vidéo peuvent le voir également. On va montrer des photos parce qu'elles sont complètement dingues, ces photos. J'ai noté des endroits, des pages qui m'ont vraiment intéressé, qui m'ont percuté, qui m'ont donné le vertige. On va regarder ces pages ensemble si tu le veux bien. Là, on est en Ukraine. En Ukraine, t'es allé voir des bases aériennes militaires, des anciennes bases désaffectées. Comment tu les as trouvées, ces bases ? Alors, soit j'avais vu des images sur Internet, soit justement la recherche Google Maps, comme je disais. Ouais. Et là, le problème, c'était de trouver est-ce que c'était à l'abandon ou pas. Parce que souvent, il y a des bases qui sont actives et d'autres qui ne le sont pas. Et des fois, ça paraît abandonné, mais ça ne l'est pas. Alors surtout, là on parle de l'Ukraine, c'était avant la guerre avec la Russie. Hein. Ouais, j'y suis passé 2 fois, en 2016 et quelques mois avant le début de la guerre. Ouais. Les bases aériennes militaires, qu'est-ce que tu y as trouvé ? Alors, ce que j'adore trouver là-dedans, c'est des fresques de propagande. Ouais. En fait, il y a énormément de fresques, des fois des mosaïques qui sont là, qui racontent une histoire militaire, et je trouvais ça passionnant parce que visuellement, c'était fou. Surtout, là, c'est des fresques de propagande russes et non pas ukrainiennes. Exactement. Ouais, parce que souvent, c'est des anciens sites de l'URSS qui sont restés comme ça. Donc, on peut tomber sur des portraits de Staline. Enfin, c'est assez fou en vrai. Des petits restes qui sont par-ci par-là. Et puis après les véhicules, parce que clairement, les avions de chasse, les choses comme ça, on n'a pas accès normalement. Les hélicoptères de combat. Alors moi, je suis pas du tout un fan de guerre, mais c'est impressionnant à voir, quoi. Tu viens de citer Staline, il y a également Lénine, que tu as vu vraiment dans pas mal d'endroits. Lénine, oui. Si on regarde ton bouquin, je crois qu'il apparaît, minimum 4 fois. Ouais, et en fait, les statues de Lénine, après la chute de l'URSS, ont été saccagées. Les fresques, les statues. Donc quand on trouve une, c'est dingue. C'est vraiment un vestige qui est resté. J'en ai trouvé en Allemagne, j'en ai trouvé en Ukraine, justement. L'Ukraine, c'était dingue d'en trouver une parce que c'est vraiment un des endroits où il n'y en a plus, quoi. Enfin, c'est introuvable. Et en trouver une en si bon état, cachée dans une pièce, c'était dingue. Moi, ce que j'ai adoré dans ton périple ukrainien, c'est quand tu rentres dans un palais qui a une salle qui est magnifique, c'est une salle de bal. Là, effectivement, il y a la statue de Lénine qui trône, je crois, dans la salle de bal. C'est 2 lieux différents. C'est 2 lieux différents, ouais. C'est la salle de bal, effectivement, était très impressionnante, perdue au milieu d'une ville, complètement decay, comme on dit. Enfin, ça tombe un peu de partout, les peintures, le plafond. Enfin, c'était fou. Et la statue de Lénine, en fait, c'était dans une ancienne maison de la culture. Ah oui, d'accord. Qui, je pense, aujourd'hui est détruite, malheureusement, à cause de la guerre. Mais en fait, c'était caché dans une maison de la culture qui était en partie abandonnée, en partie active. Il y a également une ancienne salle de théâtre. C'est marrant parce que là, on se replonge un petit peu dans tous les films de guerre et on imagine tous ces soldats qui sont là en train de s'amuser ou d'écouter un discours. Ouais, alors je pense que c'était plus culturel pour le coup que discours. Ouais. Mais ça pouvait potentiellement être ça, mais c'était vraiment ça faisait partie des maisons de la culture, justement. Il y a aussi je pense qu'on était plus sur l'aspect culturel. Il y a une station radar qui est vraiment impressionnante dans ce que tu as pu voir. C'était quoi cette station radar d'après toi ? Alors en fait, c'était un ancien projet de l'URSS secret pour capter les communications de l'OTAN. C'est perdu au milieu de nulle part dans les Carpates. Pour y aller, on a mis des heures de voiture déjà, parce que les routes, c'était des trous immenses partout, mais des trous de 40-50 cm de profondeur. Donc, fallait passer avec notre voiture qui n'était pas un 4x4. Ensuite, on était bloqué par des guets
Il fallait marcher. Et là, on a marché dans la nuit pendant des heures avec les loups, les ours potentiellement qui étaient dans le coin pour arriver sur ces sphères immenses, perdues au milieu de nulle part, au sommet d'une montagne, avec à l'intérieur un vestige d'un ancien radar qui permettait de capter tout ça, qui est le seul vestige de radar de cette zone. On change d'ambiance, si tu le veux bien, direction à présent les États-Unis. On va à San Francisco précisément, où le métal règne en maître. On a notamment ces ponts métalliques qui t'ont attiré. Tu as voulu aller marcher sur les poutres métalliques des ponts. Et là, ça fait partie des photos, moi, qui m'ont donné le vertige. On te voit sur l'une de ces poutres. C'est très, très haut. Je sais pas, t'es à quoi? À 100 mètres, à 50 mètres? Ouais, ça même plus des fois. Même plus, ouais. En fait, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse aux États-Unis? Ouais. Et en fait, j'ai repensé à tous ces ponts que je voyais dans les films et tout. Je me disais, mais en fait, il y en a partout aux États-Unis. Ouais. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de grimper ça, voir c'est quoi l'architecture en haut, qu'est-ce qui est caché justement quand on monte et voir la ville autrement. Donc j'ai commencé à San Francisco. Des fois, des ponts suspendus en passant par les câbles, des fois en grimpant directement les tabliers. Enfin, c'est très dangereux. Vraiment, je le recommande à personne. T'es même pas attaché, évidemment, quand tu pars là-dessus. Non, je suis pas attaché. Alors, si j'étais attaché sur un qui nécessitait d'être attaché pour un passage, ouais. Mais sinon, effectivement, je suis pas attaché. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 15 ans que je fais ça aujourd'hui. Et je me suis toujours entouré de gens qui connaissaient leur domaine. Quand j'ai fait des souterrains, des toits, des ponts, j'ai toujours été avec des gens qui avaient déjà fait ça, qui connaissaient très bien, pour apprendre en fait de ces personnes qui avaient énormément de connaissances et pas faire des erreurs. Parce que c'est le problème, c'est souvent on peut faire des erreurs parce qu'on connaît pas. Et même quand on connaît, on peut en faire. Mais les ponts, effectivement, c'est très dangereux, c'est très impressionnant. Mais aux États-Unis, c'est dingue, quoi. Enfin, petite anecdote à New York, si tu veux, mais il y avait mon dernier soir aux États-Unis, je me suis dit, bah mince, je suis à New York, j'ai pas grimpé de pont à New York, quoi. J'adore cette anecdote. Je prends le métro, je me dis, bah voilà, de toute façon, il fonctionne 24 heures sur 24 le métro, donc on va le prendre. Je me rends sur le Manhattan Bridge, puis là, je suis sur la passerelle, personne autour de moi, je commence à grimper. Donc je passe par vraiment les piliers, je grimpe une caméra, je me dis, bon, mais déjà il y a des copains qui m'avaient dit qu'elle fonctionnait pas trop, qu'il n'y avait pas trop de gens derrière, donc je grimpe. J'arrive au premier tablier, je me dis, allez, il y a une échelle maintenant, je la prends. Et là, j'arrive quasiment au bout, et je vois un hélicoptère. Et mes amis m'avaient dit, les hélicoptères ont des caméras thermiques. Ouais. Donc, si ils te voient, c'est fini, ils vont couper la circulation. Tu vas avoir une amende de centaines de milliers de dollars, et ça va être très compliqué. Et il n'y avait pas que l'hélicoptère en plus. Oui, parce que juste après, je vois le bateau. Ouais. Donc là, je commence à trouver un endroit où me cacher dans le métal. Et je suis resté là pendant une bonne demi-heure à pas bouger, à attendre. Puis j'ai jeté d'un coup un coup d'œil, je vois que la circulation continue, je vois qu'il n'y a pas d'hélicoptère, plus de bateau. Et puis là, trop d'adrénaline, enfin trop de stress. Je suis descendu, je suis pas été faire de photos, je suis descendu directement et je suis rentré. Donc c'était mon dernier jour aux États-Unis, mon petit fail de fin. Mais c'est une réussite parce que même si t'es pas allé tout en haut, tu y es allé, quoi. Bah oui, après j'aurais voulu profiter de la vue un peu plus, quoi, un peu plus sereinement. Mais faut dire que quand tu te balades comme ça, quand tu fais tes expéditions, explorations, tu es toujours vêtu d'une certaine manière, en noir, j'imagine, pour ne pas être trop vu, et puis avec une cagoule également. Hein, on voit pas ton visage. Alors, c'est pas une cagoule, c'est une capuche, oui. Ouais. J'ai une capuche et puis un cache-cou, en fait. Ouais. Ce qui me permet d'éviter, s'il y a des caméras, d'être trop reconnu. Mais surtout, au niveau des photos, en fait, c'est ce qui permet d'avoir un personnage pas reconnaissable, qui peut être n'importe qui est juste cette silhouette qui apparaît dans les photos et qui donne une dimension plus artistique ou qui permet de donner l'échelle du lieu, en fait. Et c'est là où on est dans l'univers un petit peu des jeux vidéo que tu affectionnes. Ouais. Il y a également toujours aux États-Unis, à San Francisco, il y a une trappe que tu as pu découvrir. C'est dans un parking. Il y a un ancien silo à missiles sous cette trappe. Voilà. Encore une fois, j'aimerais savoir comment tu as eu le vent qu'il y avait une trappe avec un ancien silo à missiles. Enfin, c'est fou, quoi. En fait, je savais qu'il y avait énormément de systèmes de silos à San Francisco. Et j'étais avec un copain français qui habite à San Francisco, qui fait aussi de l'exploration urbaine. Et en fait, on a repéré des collines, et puis il m'a dit, bah là, je pense que c'est intéressant d'y aller, il doit y avoir quelque chose, quoi. Puis en fait, on est allé sur le parking, et puis on a regardé, puis d'un coup, on est tombé sur cette trappe, au milieu de nulle part, qu'on a réussi à ouvrir, sans casser, évidemment, parce que c'est important pour moi de jamais casser pour rentrer dans un lieu.
Et en fait, en tombant dedans, on s'est dit, bah ouais, en fait, c'est une partie de silo. Donc c'était pas les silos les plus immenses qu'on trouve, mais c'était un petit silo qui était assez intéressant, un beau vestige. Et en fait, ça, il y en a des tas à San Francisco. Donc, si celui-là n'avait pas fonctionné, on en aurait sûrement trouvé un autre. Alors moi, toujours dans ton ouvrage qui s'appelle Urbex face cachée patrimoine mondial, j'ai adoré les photos que tu as pu faire des parcs d'attractions qui sont souvent inspirés de nos héros d'enfance. Il y a notamment une superbe photo avec Peter Pan. Alors c'est pas du tout le Peter Pan qu'on peut voir dans Walt Disney. Hein. Un peu plus creepy, un peu plus... C'est un peu peur. Oui. De nuit, il pourrait faire très peur en se promenant dans le parc. Ouais. Il y avait effectivement énormément de ces parcs en Indonésie. Ils n'étaient pas si grands que ça, mais ils avaient toujours cette ambiance de personnages de Disney un peu moches, mal faits, qui font un peu peur. Et je trouvais ça très drôle, quoi. Je trouvais ça vraiment très drôle de me balader à l'intérieur et de découvrir tout ça. Et on a l'impression qu'ils ont été abandonnés. Il y a des, enfin, je sais pas. On a l'impression que presque les enfants, on va les entendre crier encore au bout de la rue. C'était pas vieux, hein. Enfin, en tout cas, ça avait vraiment l'air récent et. J'en ai fait un autre au Japon qui était abandonné depuis un peu plus longtemps. C'était d'autres ambiances aussi. Ouais. Alors celui-là au Japon, moi je ne connaissais pas cette histoire. En fait, Walt Disney avait vendu sa franchise pour faire du Disneyland à un endroit. Ça n'a pas fonctionné. En tout cas, les investisseurs se sont retirés, mais ils avaient déjà commencé à construire le parc. Et du coup, le parc a eu une vie sans Disney. C'est ça. En fait, ils se sont dit, on va s'installer près d'Osaka. Ouais. Donc, on va apprendre Nara, parce que c'est bien, c'est accessible facilement. Ils ont commencé à construire le château, et puis d'un coup, ils se sont dit, en fait, on va le faire à Tokyo. Donc, le château était construit. Ouais. Il y avait déjà des bases du parc. Donc, quelqu'un a repris le parc, a créé Nara Dreamland. Ouais. Un parc énorme. Hein. Il y avait une partie aquatique, une partie attraction, un grand 8. Ça a fonctionné pendant des années et des années. Ça a fonctionné pendant des années. Pendant 20 ans, en fait. Ouais. Et d'un coup, ça s'est arrêté parce qu'en fait, Disney avait trop raflé la mise, quoi. Ouais. À Tokyo, Disney est arrivé en 1981, je crois, c'est ça ? Alors, j'ai plus les dates exactes. Je crois que c'est ça que tu expliques dans ton ouvrage. Ouais. J'ai peut-être mis les dates, je les ai plus en tête, mais en tout cas, c'est Disneyland Tokyo qui a gagné. Nara a pas survécu. Il y avait un manque d'influence. Enfin voilà, ça a pas été. Donc le parc s'est d'un coup retrouvé à l'abandon. Et en fait. Ce qu'on appelle au Japon, on appelle ça les haikyo, les lieux abandonnés. Et souvent, en fait, les Japonais n'y vont pas des masses. Et en fait, le lieu reste tel quel et il y a la végétation qui reprend vraiment les droits partout. Ça devient des lieux un peu sans vie. Moi, la première fois que je l'ai exploré, c'était de nuit, à la lumière de la lune, en fait, de la pleine lune. Ouais. Donc je me suis promené dedans, c'était une ambiance de dingue. Et en même temps, j'ai fait des photos que je trouvais vraiment intéressantes. Et là, ça ramène à l'univers des jeux vidéo, ça ramène également à l'univers, pourquoi pas, des mangas. Moi, je me vois vraiment dans le voyage de Chihiro, là, quand t'es dans ce parc. Ah, il y a un côté... alors, en plus, au Japon, dans le thème, quoi, ouais. Dans tous les lieux, il y avait cette ambiance, justement, avec la nature, qui reprenait ses droits partout, ses couleurs très pastel, enfin, tout collé, quoi. Tout collé, et effectivement, c'était une ambiance dingue, et en même temps assez flippante, surtout de nuit, parce qu'il y avait ce côté, on a tous grandi avec des films où d'un coup ils vont dans une fête foraine, les manèges qui s'activent, alors ils sont pas activés, hein, mais il y avait ces pensées-là qui me traversaient quand même l'esprit. Et il y a même un parc que t'as pu découvrir qui avait fermé, donc tu avais fait des photos avec, on voyait bien que la nature avait repris ses droits, il y avait des mauvaises herbes de partout, voire même des grosses plantes qui étaient un petit peu dans toutes les attractions, et en fait ce truc-là a été récupéré et il fonctionne à nouveau. Ouais, c'était Gaialand, en Corée du Sud, près de Busan. Ouais. Et en fait, j'ai fait ce parc. Il y avait mais vraiment des branches partout sur les grands 8, sur chaque attraction. C'était vraiment un plaisir à découvrir d'un point de vue visuel, parce que c'était dingue. Et en fait, un jour, en m'enseignant, parce que je voulais faire un article dessus, je me rends compte que le truc a ouvert, quoi. Je vois des gens dedans, dans les attractions. Et je vois les attractions que j'ai vues totalement recouvertes d'arbres, d'arbustes et tout, qui sont aujourd'hui utilisés, quoi. Donc ça, c'était fou, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'arrive pas souvent. Sur l'île de Bali, t'es allé dans un hôtel, mais c'était pas un hôtel 5 étoiles. En tout cas, ça aurait pu l'être, mais ça l'était plus. C'était un hôtel qui, en fait, n'a jamais ouvert.
Ouais, il y avait un gros projet immobilier qui était là, Ouais. sauf que la personne qui s'occupait de ça a baigné dans des affaires un peu plus sales, Ah, qui a fait que le lieu est resté un peu, ouais. a été stoppé totalement. Donc en fait, toute la base est là. On a le hall, on a une vue sur des rizières, on est vraiment au milieu de la nature, un peu une zone un peu montagneuse, quoi. Donc on a cette vue incroyable, 5 étoiles pour le coup, mais rien dedans. Tout est vide, quelques statues par-ci, quelques décorations par-là, et le projet a jamais repris. Le lieu est vraiment un vaisseau fantôme au milieu de Bali parce qu'il est vraiment au centre de Bali, quoi. Alors, il y a également la découverte je dirais, de la verticalité de notre monde, notamment à Hong Kong. Tu t'es attaqué à cette verticalité de la ville, tu as grimpé des sommets de béton. C'est devenu là-bas, quand tu y étais, ton quotidien. Quel est l'endroit le plus haut, le plus vertigineux, le plus dingue que tu as vu à Hong Kong? À Hong Kong, c'était une tour que j'ai grimpée. Ouais. Qui était sur les je crois 300 et quelques mètres, 300-400 mètres, Ouais. donc assez haut. Et en fait, pour accéder, c'était une sorte d'antenne qui permettait d'aller vraiment tout en haut. Et pour accéder à l'antenne, en fait, j'ai dû déplacer la machine qui permettait de laver les vitres. Donc, Okay. donc voilà, j'ai déplacé cette machine pour arriver à un moment donné face à une échelle qui me permettait d'accéder à cette antenne. Donc voilà, pendant 10 minutes, je la déplaçais pour vraiment aller à l'endroit où je voulais. J'étais assez tranquille, personne n'est venu m'embêter. Et j'ai grimpé, et là vraiment, on me voit sur un genre de pylône, qui est cette antenne en fait, au sommet, et c'était une vue dingue, quoi. Enfin, Hong Kong est fou parce que c'est vraiment la jungle urbaine comme on l'imagine. Pour ceux qui ont été, ils savent à quel point les immeubles s'élèvent. Et tout à l'heure, je parlais justement des vallées, des montagnes. Là, on est vraiment face à ça, quoi. On se prend vraiment on se croit dans une chaîne de montagnes urbaines. Et plus on est haut, plus on se la prend, quoi. Alors parfois, c'est pas une obligation d'aller au bout du monde pour voir des choses dingues. Dans ton ouvrage, tu nous dis que toi, tu étais donc de l'Est de la France, et juste à côté de chez toi, il y avait l'Allemagne. Donc tu as mis un petit peu de temps à y aller, mais tu as fini par y aller et tu as découvert plein de choses. Et puis aussi, pas très loin, il y a la Belgique, et là tu dis que c'était un paradis pour l'urbex. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors j'aime beaucoup les Belges, mais ils savent pas quoi faire de leur friche. Et ils font énormément de projets qui coûtent de l'argent et qui finissent pas. Donc en fait, les lieux restent à l'abandon là pendant des années. Et c'est dingue parce que c'est un pays qui est pas très grand, mais qui a un nombre de friches au kilomètre carré qui est fou, quoi. Ah ouais. Il y a des choses partout, et c'est vraiment tout type de lieux, hein. C'est des lieux industriels, des forts, des maisons, des lieux de culture. Enfin, il y a de tout. Et partout où on va, il y a ça, et c'est un lieu privilégié pour les gens qui font justement de l'exploration urbaine. Il y a une photo, on se dirait vraiment dans un film de science-fiction. Toi, tu cites Inception, c'est clairement ça, quoi. Tu es face à un décor qui est d'un autre monde, futuriste, mais à la fois dystopique. C'est souvent le cas, hein, on te voit souvent dans des univers qui pourraient être utilisés pour le cinéma. Ouais, de toute façon, le cinéma utilise ces lieux, hein. Ouais. Enfin, tous les films qu'on voit, les James Bond, les Harry Potter, Ouais. enfin, tout ça, ils finissent à un moment donné dans des lieux abandonnés ou des lieux que je visite. Et c'est d'ailleurs très intéressant pour moi, des fois, de tomber sur des lieux en me disant, tiens, ça me parle. Ou même en voyant des films en me disant, ça m'intéresse. Et puis me rendre compte qu'en fait, je peux potentiellement faire ce lieu où je suis dedans. Et voilà, il y a un métier, hein, qui gravite autour de ça, où les gens vont chercher justement ce type de lieu. C'est très cinématographique, c'est très ambiance jeu vidéo aussi. Et tout ça, en fait, je pense que moi, je fais partie d'une génération où on a été très marqué par cette pop culture. Et effectivement, dans mes images, ça se ressent. Et je vais chercher ce type de lieu, effectivement. Alors, on continue un petit peu ton tour du monde, et on est allé voir la Tour Eiffel. Mais pas la Tour Eiffel qu'on s'attend à voir, celle de Paris, ici en France. Non, on est allé voir la Tour Eiffel, qui est implantée dans une ville de Chine, qui est une réplique de Paris à petite échelle quand même. Je crois que la Tour Eiffel est un petit peu plus petite. Tu me dis si je me trompe, hein. Elle est bien plus petite. Elle est bien plus petite, ouais. Il y a également des boulevards haussmanniens avec des bâtiments haussmanniens en façade, parce que je crois que quand on est à l'intérieur, tu dis dans le bouquin que c'est pas du tout les l'illusion est bâtiments extérieure. Et encore même extérieurement, on sent que on n'est pas à Paris, quoi. Mais ça doit être
je sais pas comment l'exprimer, mais un peu glauque presque d'être dans un faux quelque chose, dans un faux pari. Alors moi, ça m'a pas choqué parce que j'avais fait Las Vegas avant. Ouais. Et il y avait ce faux Venise, et même, j'en parle un peu dans le livre, mais à Las Vegas, tout est reconstitué pour ressembler à une ville, mais tout est cheap en fait. Mais c'est Donc, presque du spectacle, Vegas. Alors que là, la Chine, est-ce que c'est vraiment du spectacle? Bah, un peu quand même. Ah Parce ouais. qu'en fait, le truc, c'est qu'en Chine, ils s'intéressent beaucoup à l'architecture à travers le monde. Et Ouais. ils vont aller chercher des architectures un peu partout et essayer de faire des villes ou des quartiers entiers avec ce thème. Là, il y avait le thème de Paris. C'est un lieu qui a bidé, en fait. Personne n'a voulu venir là. Ça a été à l'abandon pendant longtemps. Enfin, à l'abandon. Quelques personnes habitaient dedans. Moi, c'était le cas quand je suis arrivé. En fait, j'avais vu passer un article de journal je sais plus si c'était un site américain, enfin, où j'avais parlé de ce faux Paris. Je me suis dit, je vais aller voir. Et quand je suis allé, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est vraiment mal fait. Très bizarre, mais hyper intéressant pour quelqu'un qui connaît Paris, quoi. Ouais. Donc, je l'ai fait. J'ai été voir la Tour Eiffel. Je suis rentré dans les immeubles. J'ai essayé de grimper des toits aussi pour voir justement le faux toit haussmannien. Et en fait, ce lieu-là, d'un coup, a eu un boom. Ah bon? Et en fait, les personnes, enfin les Chinois, vont se faire photographier là-bas pour le mariage, comme s'ils avaient fait un mariage à Paris. C'est bon ça. Donc c'est devenu en fait un lieu totalement vide, Ouais. un lieu hyper touristique. Aujourd'hui, la Tour Eiffel que j'ai pris en photo, qui est entourée de champs, parce qu'elle venait d'être construite, personne n'y allait, donc les mecs se sont dit, bon, je vais faire un champ autour, quoi. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est un lieu hyper touristique où les gens viennent se faire prendre en photo en tenue de mariage de partout en Chine, quoi. Toi, t'aurais bien aimé grimper cette tour Eiffel, sauf qu'il y avait un gardien qui était là et qui était sur le qui-vive quand même. Ouais, alors c'est tout le. Enfin, c'est complètement dingue d'être dans ce lieu à l'abandon où il y avait absolument personne à part 2-3 mecs qui habitaient là. Mais à la Tour Eiffel, il y avait un mec assis sur une chaise qui restait là toute la journée, quoi. Et ça, c'était dingue. J'ai connu beaucoup de systèmes de sécurité partout à travers le monde, mais le mec assis avec sa chaise sous la Tour Eiffel, ça, j'avais pas connu. Et c'est j'ai essayé de l'aller le voir, hein, de lui dire, voilà, je vais remonter. Mais il a pas voulu. Non, et puis il voulait pas discuter. Si tu le veux bien, on part en Espagne, on arrive à Barcelone. Là, tu racontes dans ton ouvrage que Barcelone, c'est incroyable parce qu'il y a une ville sous la ville. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les mêmes avenues quasiment sous la ville, en souterrain. Il y a des drains également à Barcelone qui sont assez impressionnants et assez énormes. Je crois que là-bas, c'est un moment où tu t'es retrouvé avec plein de potes du monde entier là, qui sont venus, où vous êtes fait un gros rendez-vous international. C'est ça, il y a quelques rendez-vous à travers le monde, entre communautés qui se connaissent bien, qui permet de se retrouver une à 2 fois par an. Et là, il y avait un rendez-vous du coup à Barcelone, donc j'y suis allé pour le tour d'un week-end pour découvrir ces systèmes de drainage et revoir des amis. Donc là, en fait, c'est tout à l'heure quand je disais des fois on se retrouve à 100 dans un lieu, là c'est vraiment ça, quoi. Là, c'était le cas. C'est 100 personnes et c'est des gens du Québec, des gens d'Australie, des gens de partout en Europe, des gens d'Hong Kong, des gens de Russie, d'Ukraine, enfin on a des gens de partout. Et ça crée une émulation de dingue. On va en Russie. Alors, que ce soit la Russie, la Chine, l'Ukraine, les États-Unis et d'autres pays, il n'y a pas des moments où tu as peur de te faire choper, parce que c'est pas pareil, peut-être, hein, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est pas pareil de se faire choper en France que de se faire choper en train de visiter les drains ou d'être sur des toits ou sur des ponts suspendus en Chine, aux États-Unis, en Ukraine, etc., non ? En fait, c'est une pratique dangereuse. C'est une pratique dangereuse déjà physiquement, parce qu'une blessure peut arriver à tout moment, mais aussi légalement. Et chaque endroit a effectivement ses règles. En Chine, j'ai pas eu trop de soucis et j'ai pas eu trop d'histoires là-dessus. Mais par exemple, au Japon, on peut finir en prison sans pouvoir appeler personne pendant des mois. Aux États-Unis, ça peut être des risques financiers assez fous. Et en Russie, tout dépend sur qui on tombe en fait. La Russie, moi j'avais peur des militaires, de la police. En fait, eux, ils font pas grand-chose. Ils vont peut-être donner une amende qui correspond à 5 € chez nous. Ah oui. Donc, en fait, même les gens là-bas que je connais, ils s'en moquent. En fait, ils font tout ce qu'ils veulent parce que il y a peu vraiment de risques financiers. Le problème, c'est la mafia là-bas. Parce que la mafia, en fait, quand elle est dans un coin, si par hasard on va dans cet immeuble ou celui abandonné, là, ça peut mal finir pour nous. Tu y as été confronté ?
J'ai pas été confronté parce que, encore une fois, j'étais bien entouré en Russie. Donc, ils ont pu me dire ne va pas là, tu peux aller là. Enfin, à chaque fois, je leur posais des questions. Mais par exemple, j'ai été attrapé dans une base militaire active à Vladivostok. Tu vois. Ah oui. J'étais dans des souterrains. En fait, il y avait une colline immense avec un escalier de centaines de mètres qui allait s'enfoncer dans cette colline à l'intérieur, qui nous permettait d'arriver dans une sorte de bunker. Et quand on sortait du bunker, on était dans une base satellite. Avec comme en Ukraine, mais là actif quoi. En fait, à un moment donné, les militaires nous ont vus et là, j'ai défilé pendant, je sais pas, une demi-heure de gradé en gradé. Je voyais de plus en plus de médailles qui arrivaient devant moi. Ils ont regardé mon appareil photo. Ouais. J'avais enlevé la carte mémoire. J'ai dit, c'était écrit en français. J'ai dit, bah voilà, il y a écrit pas de photo. En fait, il y a écrit pas de carte mémoire quoi. Ah ok. Et puis ils ont vu que mon visa se terminait le lendemain. Ils m'ont dit, bah vas-y pars. Puis ça n'a pas été plus loin quoi. La Russie, ce que tu racontes dans ton bouquin, c'est que les toits sont vraiment des espaces de communauté et de retrouvailles. Ouais. En fait, la Russie a su créer un truc autour des toits où des communautés entières se réunissent. Et moi, quand je suis arrivé à Moscou notamment, on m'a emmené sur un toit. Et là, ils ont commencé à mettre des stories sur Instagram. C'était le tout début d'Instagram. Et en fait, tous leurs amis sont venus petit à petit. On est parti de 3 à 50. Ah oui. Où les gens arrivaient de tous les côtés par des toits pour venir voir le Français qui était là, qui explorait les toits. Et puis en fait, toute ma période à Moscou, qui a duré 5-6 jours, j'étais entouré de gens qui me montraient les différents toits de la ville. Et à chaque fois, d'autres personnes nous rejoignaient. Donc c'était un aspect très social. Les gens ensuite se retrouvaient là à manger ensemble. Enfin, ils sont encore le cas aujourd'hui. Hein. Voilà, il y a cet aspect d'exploration urbaine assez culturelle là-bas et énormément dans le partage et dans l'amitié en fait, qui fait que les gens se réunissent et juste passent des bons moments ensemble, plus que monter sur un toit au final quoi. Dans ton livre, il y a une photo qui est très belle et qui me plaît beaucoup. On est en Amérique du Sud, en Bolivie. Il y a un train abandonné. Je crois qu'on est dans le désert. Ce train est rouillé. Ça fait des années et des années qu'il n'a pas roulé, visiblement. Il y en a beaucoup des trains et des gares abandonnées là-bas, en Bolivie, ou au Chili également, par où tu es passé. Il y en a pas mal. En fait, il y avait énormément de mines qui étaient dans des plateaux assez hauts. Ouais. Où les lieux sont restés comme ça quand les gens sont partis, ils ont tout laissé à l'abandon, dont des fois les trains. Il y a le cimetière de Uyuni qui apparaît dans le livre, qui est un cimetière assez connu, qui peut être visité en vrai par beaucoup de gens. Quand on va au désert de sel d'Uyuni, souvent les tour opérateurs passent par là, sauf que quand on y va, c'est blindé de monde, quoi. Il faut y aller à d'autres périodes pour éviter justement de voir ce monde, mais en fait il y en a partout à travers la Bolivie, sur les plateaux, dans le désert autour du désert de Uyuni, dans le désert d'Atacama au Chili. Ouais. Et tout ça en fait c'est tout le chemin des mines qui allait jusqu'à la côte en fait. Ce qui est génial en fait dans ton ouvrage, c'est qu'on voit des sites qu'on n'aurait jamais vus nulle part, et surtout on voit des sites parfois touristiques qu'on a l'habitude de voir avec d'autres angles beaucoup plus, j'allais dire, utopiques, paradisiaques, et qu'on voit avec un autre angle. C'est le cas par exemple pour Ushuaia. Alors souvent Ushuaia, on voit le village et puis les grosses montagnes comme ça qui dominent ce village. C'est toujours assez impressionnant. Là, non, toi, tu as pris ce village, ok, les grosses montagnes qui sont derrière, ok, mais alors au milieu, en premier plan, tu as un bateau qui est échoué. Il était échoué depuis une épave, depuis un certain nombre de temps. Et ce qui est magnifique sur ce bateau, qui est en fer, c'est qu'il est, bon, il y a le fer qui est rouillé, mais il y a aussi des superbes dessins qui ont été faits, des graffitis qui ont été faits sur l'épave, et ces graphes sont magnifiques, hein. Ouais, en fait, le truc, c'est que les lieux abandonnés, en vrai, il y a énormément de gens qui gravitent autour de ça. On s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui viennent explorer comme moi. Il y a des gens qui viennent voler du fer. Il y a des gens qui viennent faire des graffitis. Il y a des gens qui viennent juste se balader. Enfin, en fait, les lieux qui paraissent assez paisibles sont au final assez visités, quoi. Et sur ce lieu-là, il y a effectivement un street artist qui était passé, qui avait fait un beau dessin dessus. Et en fait, je suis tombé dessus par hasard parce que je cherchais, comme beaucoup de gens qui arrivent à Ushuaia, à faire du bateau stop pour aller en Antarctique. Donc je suis resté quelques jours à arpenter le port pour trouver un bateau, et finalement ça allait pas. J'étais proche de la période de Noël, les gens voulaient aller en famille. Petit à petit, je me suis dit, je vais quand même aller voir ce qu'il y a autour du port, et je suis tombé sur ces quelques épaves de bateaux, dont celui-là qui est effectivement très sympa à regarder, quoi.
Si vous ne craignez pas le vertige, je vous conseille d'aller voir les photos en lien avec la Corée. Là, on te voit souvent sur des immeubles, on te voit souvent sur des ponts, on te voit au milieu de grands immeubles qui sont très impressionnants. Je ne sais pas combien il y a d'étages, mais c'est un truc de ouf. C'est assez futuriste ou dystopique. Il y a la photo la plus... Enfin, moi qui m'a vraiment presque perturbé, parce que c'est vrai qu'on a le vertige quand on la regarde, c'est cette photo à 300 mètres au-dessus de Busan avec un ensemble de tours à l'aspect futuriste. Là, t'es où concrètement ? Là, je suis dans le quartier des affaires de Busan. Ouais. Et en fait, j'ai vu ces tours là. Je me dis, elles vont haut ces tours, c'est bizarre. Je m'attendais pas à ce que ce soit si haut, quoi. Et en fait, ce quartier était très futuriste, très l'Asie moderne, quoi. Enfin, comme on voit à Shanghai, comme on peut le voir un peu à Tokyo, sur certains buildings. Et je m'attendais pas à voir cette vue-là d'en haut, par contre, qui est assez folle, parce qu'en fait, on est sur 3 immeubles qui se rejoignent, qui d'un coup, il y a une sphère en bas. C'est très vitré, donc il y a énormément de reflets. Et en fait, cet immeuble, j'ai eu de la chance d'y accéder assez facilement. Je suis rentré dedans, j'ai pris l'ascenseur, je suis monté, j'ai pris un escalier de secours, c'était ouvert et je suis arrivé en haut, quoi. Très simplement. Vraiment. Et en regardant en bas, j'ai vu cette vue que je trouve incroyable et qui est effectivement très cinématographique, quoi. Enfin, on se croirait dans Tron, dans tout ce genre de film, quoi. Ouais. Très cinématographique également, le Portugal avec ses prisons et ses cliniques abandonnées. Là, on se dirait à un moment donné dans un épisode de Prison Break, t'es au milieu de la salle où on fait les 100 pas, quoi, en fait. Hein. Ouais, ça fait partie des types de lieux que j'ai déjà pu visiter. Ouais. Des prisons, j'en avais fait pas mal. Celle-là était assez intéressante parce que on avait plein de passerelles qui se rejoignaient sur un point central et qui faisaient il y avait comme une cage, un peu comme un ring de boxe. Enfin, c'était très bizarre. Et effectivement, là, on était dans un passé carcéral, donc qui est assez dur, hein, parce que on pouvait trouver des écrits, des graffitis sur les murs. Il y avait vraiment l'histoire des détenus qui arrivaient là. Il y avait, en France, j'étais tombé notamment sur un livret qui expliquait les droits des prisonniers. Ouais. Et en fait, je m'étais jamais posé la question de qu'est-ce que tu as le droit de faire en prison, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte à quel point tes droits étaient bloqués quand tu étais en prison, en fait, au-delà d'être juste bloqué entre 4 murs. Et tout ça, ça permet aussi de comprendre le quotidien de certains lieux. Et ça fait partie de l'exploration urbaine, c'est de comprendre des fois l'histoire des lieux, l'histoire des gens qui s'y trouvent. Et ça aussi, c'est hyper intéressant. Ton livre, il s'appelle Urbex, face cachée patrimoine mondial. Tu le dis bien, tu ne donnes pas l'endroit, la localisation exacte des parcours et des lieux, parce que sinon ça pourrait être dangereux. Donc voilà, tu respectes aussi l'intimité de ces lieux, quoi. Oui, en fait, c'est très important parce que, comme j'ai dit avant, il y a beaucoup de gens qui gravitent des fois autour de ces lieux, dont des ferrailleurs, dont des gens qui veulent dégrader ces lieux. Donc c'est important de les préserver. Néanmoins, je pense que c'est important de sensibiliser. Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est justement la face cachée de tous les lieux devant lesquels on passe au quotidien. En fait, on s'en rend pas compte, mais tous les jours, on passe devant un immeuble, une usine, et on s'en rend pas compte parce qu'en fait, on passe tous les jours devant, ça fait partie du paysage, mais en fait, derrière, il y a des choses, il y a des bouts de patrimoine, et j'aimerais sensibiliser sur ça pour montrer, voilà, tout ça, ça se cache autour de chez vous, il y a des choses peut-être à sauver, à mettre en avant, et ça vaut le coup de s'intéresser à la face cachée de ces lieux. Il y a encore beaucoup de lieux que tu aimerais voir, toi ? Énormément. Énormément. J'ai des villes ensevelies sur le sable en Namibie. J'ai des antennes satellites perdues au milieu du Groenland. J'ai des copains qui ont fait aussi des bases de fusées à l'abandon au Kazakhstan. Enfin, il y a énormément de lieux qui sont fous à travers la planète. Certains sont en train de disparaître, mais d'autres vont être découverts. En fait, c'est infini l'urbex. C'est ça qui est cool. Et c'est quoi qui fait une bonne photo, selon toi, une bonne photo en urbex ? Après, je reste, mes photos, c'est pas à moi de les juger, mais je pense que c'est important selon le lieu, surtout la lumière. Ouais. En souterrain, par exemple, moi j'adore parce que là on crée la lumière soi-même. Chaque panneau LED ou bougie ou peu importe ce qu'on va utiliser doit être millimétré pour avoir vraiment la bonne luminosité. Et en fait, peu importe le lieu, c'est ça qui fait toute la différence. Quelle ambiance ça va donner, quel ton ça va donner. Pour moi, c'est ça. C'est d'abord la lumière et ensuite trouver l'angle qui nous permet soit de raconter l'histoire, soit de montrer un élément d'architecture intéressant du lieu, quoi. Qu'est-ce que t'aimes qu'on te dise quand les gens découvrent tes photos ? C'est quoi le bon compliment ? Parce que c'est une jolie photo, ça veut pas dire grand-chose. Mais qu'est-ce que t'aimes au fond que les gens perçoivent ou ressentent ? En fait, souvent les gens me demandent où c'est. C'est vraiment la première question qui arrive.
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir du moment où, bon, ok, où c'est, je peux plus ou moins leur dire, mais c'est qu'est-ce que c'est et quand ils s'intéressent à l'histoire. Ça, je trouve ça hyper bien parce que justement, mon but de sensibilisation d'un lieu est arrivé à son terme. Et là, voilà, on a sensibilisé sur, voilà, il y avait ce patrimoine-là, il servait à ça, et ça, c'est bien. Et après, effectivement, des fois, des gens me disent, ah bah là, je ressens ça. Là, c'est de l'interprétation. C'est toujours intéressant de voir comment toi, tu as construit une photo et comment elle est perçue par des gens. Il y a donc 2 livres que je vous recommande, Urbex, Face cachée, patrimoine mondial, aux éditions Suzac Éditions. Et puis on a également l'autre livre, qui est ton premier livre, hein, c'est ça ? En fait, il y a 3 livres en tout. 3 livres, ah pardon. Ouais. Il y a Urbex, patrimoine mondial, qui était le premier livre Urbex. Okay. Urbex, Face cachée, patrimoine mondial, qui vient de sortir. Ouais. Et il y a un livre qui s'appelle Immensité du monde, qui est cette fois-ci aux éditions Sutton. Ouais. Et là, on est plus sur des paysages, le voyage un peu plus classique, où je montre ce que j'ai pu voir à travers le monde. Franchement, allez-y, procurez-vous les ouvrages, ils sont tous où ? Moi, j'en ai eu 2 du coup entre les mains, et vraiment c'est passionnant, et ça nous embarque dans un voyage. Hein. Clairement, moi j'ai voyagé avec tes photos, j'ai voyagé avec tes récits. Merci infiniment, Monsieur Curtis, d'être passé par ici. Et puis, je te souhaite le meilleur pour tes prochaines explorations urbaines. À bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut.